Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce talk, merci d'être venus si nombreux. J'espère que vous passez un bon Brestcamp. J'en profite, on est juste après le repas, bravo les orgas, bravo le traiteur, chaque fois c'est super. Et du coup c'est à moi que revient la lourde charge de faire en sorte que vous ne dormiez pas après ce super repas. Alors dans ce talk, on va regarder un petit peu comment les ordinateurs s'y prennent pour représenter du texte et ce que ça signifie pour vos applications, pour vos services, et même pour votre code. Je m'appelle David Blanchet, je travaille chez Orange, je suis développeur. Je suis également formateur auprès de mes collègues sur différents sujets. Je participe également à l'animation d'un certain nombre de communautés métiers dans notre grande maison. Et puis, sur mon temps libre, je suis un peu monomaniaque, je continue à faire des trucs de geek. Et pour commencer un petit peu notre parcours, notre voyage, eh bien notre histoire, elle commence à peu près en ce moment, c'est-à-dire à la fin de l'année scolaire, et c'est le moment en général où on reçoit le bulletin scolaire, en l'occurrence pas le bulletin scolaire du lycée, mais le bulletin scolaire de l'école de musique de mon fils. Petit trompettiste, enfin petit, il fait 1m80, petit trompettiste de son état, et le professeur de trompette a mis une mention sur son bulletin. Alors, je connais son professeur de trompette, il est humain, il cause même français. Je suis à peu près certain que c'est pas ça qu'il a voulu écrire. Qu'a-t-il voulu écrire? Alors, un indice, il manque des choses. Qu'a-t-il voulu écrire? Donc là, vous avez à peu près trouvé. Oui, voilà. Il manquait les accents. Et là, il y a un truc qui s'est produit, il y a une bascule. On est en 2022. Comment c'est juste possible que ces fichus ordinateurs ne soient toujours pas fichus de nous afficher des accents correctement? Et vous allez voir que cette question est beaucoup plus riche qu'il n'y paraît. Et pour tenter d'y répondre, peut-être même de vous faire peur, je ne sais pas, on va prendre quelques pas de recul, on va prendre un peu de recul. On va s'interroger sur ce que c'est le langage humain. Le langage humain, c'est une construction dans laquelle on fabrique des concepts, chacun dans sa tête. Et puis, ces concepts, on va essayer de les communiquer. Nous sommes des animaux sociaux. Et pour vous communiquer ces concepts que j'ai dans la tête, je vais construire une abstraction. Cette abstraction, elle va se baser sur des sons et ça va donner lieu à la parole. C'est ce que je suis en train de faire. Je fais des abstractions sur ce que je suis en train de penser et je vous les communique avec le pas si secret espoir que ça vous donne les mêmes concepts dans votre tête à vous. Le terme d'abstraction n'est pas mal choisi, je peux en choisir une autre. I can talk in another language and convey the same meanings. Alors, ce n'est pas la seule abstraction qu'on a construite sur le langage, on en a mis une plus visuelle, qui fait une abstraction soit sur les sons, soit sur le sens, soit les deux, en fonction du système d'écriture que vous utilisez. Et seulement par-dessus, il y a une nouvelle abstraction qui, cette fois-ci, est numérique, où on va essayer de faire quelque chose à nos ordinateurs avec tout ce texte, tout cet empilement d'abstractions. Ce qui nous amène à la question centrale de ce talk, qui est comment les ordinateurs s'y prennent-ils pour représenter et pour afficher du texte. Alors on va prendre une posture que vous connaissez si vous êtes dans le monde de l'informatique. On va d'abord s'intéresser à notre écosystème, se poser la question de dans quoi on met les pieds, comment ça marche, et essayer de comprendre ce qu'est l'essence conceptuelle des systèmes d'écriture humains. Vous avez vu que c'est à peine ambitieux. Et puis, dans un deuxième temps, maintenant qu'on sait où on met les pieds, on essaiera de concevoir, de mettre en place une solution technique pour gérer du texte. On essaiera de comprendre quels en sont les challenges, quelles sont les conséquences des choix que l'on devra faire. Donc, première étape, comprendre un petit peu à quoi on a affaire. Et pour ça, il y a différentes méthodes, et la méthode la plus basique, c'est demander à un enfant, qui a appris à lire peut-être, ou même pas forcément, qu'est-ce que c'est du texte? Il y a toutes les chances qu'ils vous répondent, c'est des lettres. Oui, c'est vrai. Alors, nous, on a un regard un petit peu plus éduqué, érudit sur la question, on se dit non, il n'y a pas que des lettres, il y a des espaces, il y a des ponctuations, j'ai des sauts de ligne, on peut peut-être parler de caractères, et vous allez voir que je vais essayer de prendre un pli un petit peu différent. Moi, je vais parler de symboles dans la suite. Ok, donc on a des symboles, une séquence dans un certain ordre. Très bien, qu'est-ce qu'on fait?
on va essayer de les identifier. On va essayer de trouver tous les symboles possibles et de s'assurer qu'on les a bien tous d'une part et que d'autre part, nous n'avons aucune ambiguïté dans ces symboles. Et puis une fois qu'on a fait cet exercice-là, nos ordinateurs sont pas trop mauvais normalement avec les nombres, donc on va les numéroter, ces symboles. Et du coup, on va obtenir une table. Alors, faire une grande table avec tous les symboles possibles, c'est pas un exercice qui date d'hier. Vous connaissez sans doute la table ASCII. C'est pas le premier, mais c'est sans doute le plus connu. Ça date de 1963, si je dis pas de bêtises, enfin dans ces eaux-là en tout cas. Et cette table a déjà un certain nombre de côtés intéressants. Le premier, c'est que tous les symboles ne sont pas forcément affichés ou affichables. On va voir que ça a des conséquences. Le deuxième point intéressant de cette table, c'est qu'elle a un nombre d'entrées fixe et finalement assez limité. Ici, 128. Ça commence à 0, c'est pour ça. Et le truc rigolo, c'est que 128 entrées, ça fait que si vous mettez ça dans un octet, il vous reste un bit. Ce bit-là fait que vous avez encore dans votre octet à peu près, pas à peu près, même exactement, 127 autres entrées. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces entrées? La réponse, c'est facile. On va ajouter d'autres caractères. La question intéressante, c'est celle-là. C'est quels caractères on va ajouter? Et en fait, la réponse, elle dépend de qui vous êtes et d'où vous venez, ou plus généralement de votre culture. Si vous êtes nordique, vous allez avoir des accents différents, vous allez avoir des lettres barrées, des petits ronds au-dessus des voyelles. Si vous êtes plutôt d'Europe de l'Est ou de Grèce, vous allez avoir des alphabets différents, donc vous allez vouloir vos lettres, vous aussi, dans le plan des octets en question. Si vous êtes américain et que les accents, globalement, vous en avez à peu près rien à faire, vous allez peut-être ajouter des symboles pour tracer des cadres, des lignes, des jolis trucs dans votre console. Et si on regarde tout ça, pris ensemble, on s'aperçoit que ça déborde très largement des 128 espaces qui nous restaient. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? La réponse de l'époque a été de créer ce qu'on appelle les pages de code, code page. CP 1512. Je crois que c'est ça. 1252. Pardon, je ne vais pas le tiercer. CP 1252, vous l'avez sans doute vu. Le CP, c'est pour code page. C'était un code page, on va dire legacy, mais encore bien vivace, utilisé sur Windows. Alors, ça ne tient pas, et en fait, si on prend un peu de recul et qu'on arrête d'être centré sur notre bon vieil Occident, des systèmes d'écriture, il y en a énormément, qui sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus riches que nous. Donc, notre petit octet, c'est mignon, mais on va oublier, et puis on va essayer de se poser la question d'identifier tous ces trucs-là. Et cette tâche-là, monumentale, identifier toutes ces lettres, c'est le rôle d'un consortium qui s'appelle Unicode. Les objectifs de ce consortium, c'est de définir une espèce de spec, un document de référence, qui identifie tous les symboles, qui leur donne un nombre unique pour les représenter, et qui va également s'assurer que les ordinateurs sont capables, 1, de les représenter, et 2, de les transmettre entre eux sans qu'il y ait de corruption, sans qu'il y ait de modification dans mon texte. Pour faire simple, Unicode, c'est une espèce de table, de très grande table, dans laquelle chacune des entrées est numérotée. Et chaque numéro, dans cette grande table, porte un nom, ça s'appelle un code point, et c'est écrit, c'est représenté sous cette forme-là, c'est-à-dire U plus une séquence hexadécimale derrière. Et Unicode, qui a jamais entendu parler d'Unicode ici? Levez la main. Ouais. Ah, quand même. On va dire bon succès. Vous connaissez tous, même si vous ne savez pas forcément exactement ce que c'est un bon succès, c'est à peu près universel. Mais avant de rentrer dans les détails, on peut s'interroger de la taille de cette table. Quelle taille ça fait? Eh bien, en fait, la spec Unicode 15, qui est en bêta actuellement, qui n'est pas sorti encore, recense à peu près 150 000 entrées, 150 000 caractères différents, pour vous donner une petite idée. La dernière version, on rajoute 4500. En général, c'est des plans de caractères un petit peu particuliers d'Asie. Et puis, ils n'ont pas fait ça aussi du jour au lendemain, ça a 30 ans, Unicode. Ok, donc on a une grosse table, on a à peu près tout identifié dedans, donc globalement, c'est bon, on a ce qu'il nous faut pour travailler. Alors, êtes-vous sûr que collecter, éventuellement compter les symboles, soit vraiment suffisant pour un système d'écriture? Non, bien évidemment. Écrire, c'est bien plus que mettre bout à bout des symboles les uns à côté des autres.
Et les slides suivants, ça va être vous montrer un certain nombre de cas qui montrent que cette bête juxtaposition n'est pas suffisante. Vous avez tous entendu parler de la casse, vous savez la différence entre un A minuscule et un A majuscule. Et si je veux faire de la recherche dite case insensitive, c'est-à-dire insensible à la casse, eh bien, il va bien falloir que mon ordinateur comprenne qu'il y a un lien entre mon A minuscule et mon A majuscule. Donc, dans la définition, la description de mon système d'écriture, eh bien, le lien entre ces deux lettres-là doit exister. Et puis, la casse, il y a des blagues. Vous connaissez cette lettre? C'est une lettre allemande qui s'appelle Headset. C'est une lettre minuscule. Si vous la passez en majuscule, ça donne 2 lettres. Majuscule en l'occurrence, mais 2 lettres. Maintenant, petit truc rigolo, si je la repasse en minuscule, qu'est-ce qui se passe? J'ai 2 S minuscules ou j'ai un S7? Et en fait, l'allemand est loin d'être une langue isolée avec ce genre de twist. Ce qui fait que on a du tailoring, c'est-à-dire des algorithmes, des cas particuliers décrits dans les specs d'Unicode qui expliquent comment se passe la casse dans toutes les langues. Et oui. Autre exemple. Voici un mot français en l'occurrence. En voici un autre. Il n'a pas le même sens. Il n'a pas exactement le même nom, encore que ça dépendra de votre accent et donc de la région où vous avez appris, ou en tout cas pour laquelle vous avez l'habitude de parler. Voici un autre mot, encore différent, et puis en voici un 4e. Même lettre, des sons différents ou pas, et des sens différents ou pas. Ces petits signes, alors nous ici on les appelle des accents, d'une manière plus générale, dans les alphabets, l'alphabet latin n'est pas le seul à les posséder, ça s'appelle les diacritiques. Ce sont des petits symboles, des glyphes, qui s'ajoutent, alors j'allais dire au-dessus d'une lettre, non, au-dessus, en dessous, dessus, il y a un peu toutes les sauces, et qui, encore une fois, peuvent changer le son, peuvent changer le sens, ou pas. Comment est-ce que Unicode peut s'y prendre pour gérer ces trucs-là? Alors la solution qui a été proposée, c'est ce qu'ils appellent les caractères de combinaison. Je prends ma lettre de base, et puis j'ai un certain nombre de code points pour les diacritiques, et comme ça, je vais prendre l'un et l'autre, et ça va me faire un joli caractère combiné. Ok, très bien. Satisfaisant après tout, pourquoi pas. Sauf que Unicode arrive dans un monde qui existait avant lui, et donc des listes, des tables, ça existait déjà, et pour des raisons de rétrocompatibilité, Unicode a également intégré un certain nombre de lettres, un certain nombre de caractères précomposés. Ce qui fait que mon « et » peut s'écrire mon « e » suivi du diacritique accent aigu, mais il y a aussi, dans Unicode, un code point pour mon « et » déjà tout composé. Et là, je vous laisse réfléchir 2 secondes. Ça veut dire que pour une même lettre, j'ai 2 façons différentes de la représenter avec des code points. On file un petit peu, on tire la pelote. Ok, et si je veux comparer 2 textes et qu'il y a un « et » avec un seul code point et un « et » avec 2 code points, là, comment je fais? Donc Unicode ne s'est pas démonté et a mis en place la normalisation. La normalisation, l'idée c'est que c'est une transformation qui va prendre une chaîne de code point et qui va lui appliquer normalement des transformations, alors pas réversibles, mais dites idempotentes. Idempotentes, ça veut dire que si je normalise 2 fois un truc, je garde le même résultat. L'idée c'est de faire une transformation unique sur chaque chaîne pour être capable de les comparer tout simplement. Je peux faire une normalisation de décomposition, ou je peux faire une normalisation de composition. Mais parce que la rétrocompatibilité n'est pas complètement absente d'Unicode, j'ai également une forme dite compatible de décomposition et une forme compatible de composition. Donc si vous voulez normaliser, il va falloir se mettre d'accord sur la bonne forme de normalisation que vous voulez utiliser. La direction d'écriture. Tous les alphabets ne s'écrivent pas dans le même sens. Nous écrivons de gauche à droite, mais ce n'est pas vrai partout. Et non seulement ce n'est pas vrai partout, mais en plus, on voudrait bien pouvoir mélanger les différents systèmes d'écriture et que ça tienne debout. Alors, les différents symboles sont regroupés en scripts. Les scripts arabes sont par défaut dans le sens de droite à gauche, mais au bout d'un moment, si vous mélangez, ce n'est pas suffisant pour savoir dans quel sens est censé aller le système de lecture. Donc vous allez avoir des code points non affichés, qui vont renseigner le moteur de rendu pour dire « Attention, là, on reprend le sens précédent. » On reprend le sens précédent, donc je savais quel était le sens précédent, donc j'ai une pile, donc un truc à état, donc... La collation. Ce terme-là, c'est en français, on dirait l'ordre alphabétique.
Vous avez appris, vous, vos enfants, tout le monde, depuis le plus jeune âge, que la lettre B arrivait après la lettre A. Facile. Ok, maintenant le A minuscule. Je le mets avant ou après le A majuscule? Nous, on ne sait pas trop, mais les ordinateurs, ils vont devoir répondre. Même question. Si je colle une diacritique sur une lettre, comment je la positionne par rapport à la lettre toute seule, ou si j'ai plusieurs diacritiques. Et puis, ça, c'est dans le cas gentil où on est resté dans un même système alphabet latin. Je vous prends un caractère chinois, je le mets avant, je le mets après. Toutes ces règles-là ont dû être spécifiées par les gens d'Unicode. Avec des effets rigolos, parce que vous savez que dans Unicode, il y a des emojis. Et donc, il a fallu décider si la poule était avant l'œuf ou l'œuf avant la poule. Ce qui amène à un truc basique, qui est qu'à chaque fois que je vais prendre un caractère dans Unicode, je vais l'identifier, je vais lui donner un code point, et je vais identifier un certain nombre de propriétés. Voici les propriétés de ce caractère chinois. Alors, ne vous fatiguez pas, je les ai comptées pour vous. Après, voilà, vous pourrez me dire, oui, mais bon, c'est des alphabets plus compliqués que les nôtres, il faut plein de propriétés, tout ça. Si vous regardez le E, chez nous, la bête lettre E, alors on n'est pas à 163, mais on doit être à 140 ou 150. Donc, c'est pas eux, c'est juste les systèmes d'écriture qui sont comme ça. Là, je vous ai montré quelques exemples, mais en fait, il y a beaucoup plus que ça dans Unicode. Il y a tout ce qu'on appelle le clustering et la segmentation. Un certain nombre de code points vont former un symbole unique. Je ne peux pas ne pas les traiter ensemble si je veux les représenter. Donc, il faut des règles. Et puis, il y a la segmentation. Un certain nombre de code points forment un mot, mais je peux couper au milieu du mot ou je ne peux pas couper au milieu du mot. Ces règles-là s'appellent la segmentation. On a ce qu'on appelle les ligatures. Quand j'ai un F et un I à côté, des fois je peux les fusionner. Vous voyez ça dans certaines polices. Ça n'a pas forcément de signifié, mais c'est de la typo et ça compte, ça fait des symboles que Unicode prend en compte. Vous avez les digraphes. Les digraphes, c'est différent. Ce sont également deux ou plusieurs lettres qui fusionnent, mais cette fois-ci, ça apporte du sens. Ce serait l'exemple du E pris dans le O en français. Il y a les formes contextuelles. Alors ça, on ne connaît pas forcément bien dans nos écritures cursives occidentales. L'idée, c'est de dire que quand on prend une lettre, elle n'a pas forcément la même forme si elle est toute seule, si elle est au début du mot, en plein milieu d'un mot, donc avec des lettres autour, ou si elle est à la fin. C'est l'exemple typique, c'est l'écriture arabe. Donc quand vous tapez, en fait, c'est assez rigolo, vous voyez les lettres qui se déforment au fur et à mesure de la position qu'elles prennent dans le mot et de ce que vous êtes en train de taper. Alors c'est rigolo, mais c'est rigolo parce que c'est pas moi qui ai dû implémenter ça. Voilà. Autre truc rigolo, si vous faites des fontes, bon truc sympa, monochrome, vectoriel, et que voilà, on vous ajoute les emojis, en général vous êtes heureux, content, et en train de réfléchir à changer de boulot. Non, comment vous allez faire pour construire ça. Parmi les autres problèmes sympas, il y a tout ce qui est notion de variation. Vous prenez l'emoji femme, vous prenez l'emoji avion, et vous avez une pilote d'avion, vous prenez des espèces de... Alors ils appellent ça les country letters, pour faire des country codes, et ça vous permet de faire des drapeaux. Voilà, donc plein de choses, et je vous en passe, et des sympas. Après, le fond, c'est-à-dire les langages, les besoins des langages, c'est pas les seules difficultés qu'il y a. Il y a des problématiques de, oui, j'arrive dans quelque chose qui existe déjà. La plupart des applicatifs, ils sont au minimum ASCII et même certains autres. Donc, Unicode a dit, si on veut que ça prenne, faut pas qu'on pète tout, faut qu'on pète le moins de choses possible, donc on va essayer d'être ASCII compatible. Donc le début de la table Unicode, c'est le début de la table ASCII. Et ça a l'air bête, mais ça fait que tous vos programmes qui fonctionnent avec de l'ASCII, si vous restez sur le jeu restreint, ce qui est le cas de systèmes anglo-saxons, globalement, vous êtes déjà Unicode. Alors, effectivement, si vous ajoutez un accent, pas sûr que tout se passe bien. Les caractères de compatibilité, je vous ai expliqué tout à l'heure, précombinés, pas combinés. Alors, ce n'est pas les seules choses. Il faut s'occuper de ça, même si, dans le fond, la langue ne l'impose pas. Il va y avoir des fichiers de référence. Il va y avoir des recommandations dans Unicode sur l'encodage. L'encodage, je ne vous embête pas avec ça, parce qu'on va en reparler dans la deuxième partie. Et puis même, des fois, des recommandations sur la manière de faire le rendu de ces caractères. Et encore plein d'autres problèmes techniques, pareil, que je ne peux pas citer tellement ils sont nombreux, parce que le champ est vaste. Maintenant, les problèmes non techniques, parce que y a des problèmes pas techniques. L'écriture, c'est quelque chose qui est fondamentalement politique, géopolitique. C'est le reflet d'une culture, c'est le reflet éventuellement de la dominance de certains sur d'autres, et du coup, ça part assez vite en fight, qui ne sont pas, encore une fois, sur un front technique. L'exemple typique là-dessus, c'est ce qu'on avait appelé l'unification Han. Les gens, au début, dans Unicode, ont dit « Ouais, la racine commune, en gros, les alphabets...
chinois, japonais et en partie coréen, historiquement une racine commune, donc en gros on vous met les mêmes code points et puis vous vous débrouillerez avec les polices pour faire la différence. Curieusement, ça n'a pas du tout été bien pris par les autorités chinoises, japonaises et coréennes. Alors ils ont rectifié le tir, mais ça a été un gros problème pour Unicode. Bon, il a un peu cherché aussi. On a également la problématique de la compatibilité. J'ai parlé d'ASCII, mais ASCII n'était pas le seul système. En particulier, les systèmes asiatiques, ils n'ont pas attendu les Américains pour faire des systèmes qui marchaient avec leurs propres alphabets. Et il se trouve que Unicode n'a pas pu prendre ça en compte. Donc, pareil, ça fait de nombreuses frictions. Un autre exemple, les drapeaux. Je parlais du côté politique de certains aspects d'Unicode. Oui, il y a les drapeaux dans Unicode. Les drapeaux, c'est chaud. Hein. Les tours montent très vite en réunion. Donc, vous allez voir, ils ont trouvé une autre solution. Mais bref, ces problèmes-là aussi, si vous voulez faire un système qui gère les langues, les machins, tout ça, vous êtes obligé de vous les coltiner. Du coup, si j'essaye de résumer, Unicode, c'est une très grande table avec des code points qui sont accompagnés de properties. Ces properties, souvent, quand elles sont vraiment basiques, on les descend dans des fichiers de référence. On a également un certain nombre d'algorithmes. Alors, je ne sais pas si on est allé jusqu'à des heuristiques, mais il y a un nombre de rapports techniques assez colossal. Ce qui fait que, si vous voulez faire un support propre, complet, valide d'Unicode, c'est absolument pas gratuit. J'avais trouvé dans la littérature que, par exemple, le support Unicode propre, en tout cas jugé, estimé comme propre, par exemple pour un binaire Rust, c'est de l'ordre de 50 kilo octets de binaire. Alors ça fait rigoler parce qu'effectivement sur un gros serveur 50 kg on s'en fiche un peu, même sur nos téléphones maintenant c'est rien. Par contre si vous faites de l'embarqué, 50 kg c'est absolument pas gratuit. Ce qui fait que certains s'interrogent encore sur le bien fondé de prendre Unicode ou pas Unicode, ou partie d'Unicode ou pas. L'exemple typique c'est des choses comme MicroPython, qui est un interpréteur Python pour l'embarqué, et il fait du Unicode mais pas tout Unicode pour cette raison-là. Il n'empêche, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Armin Ronacher, qui est une figure de chez Python. Si vous faites du Python, vous devez connaître ce monsieur qui a fait Flask, entre autres, qui a dit que Unicode, c'est un bazar fascinant. C'est fascinant par plein d'aspects, mais l'un, sans doute le plus intéressant d'entre eux, c'est que c'est un merdier pas possible, et pourtant, ça marche pas si mal. Et moi, j'ai une petite, aussi un petit take personnel là-dessus. C'est que je le trouve épatant Unicode parce que, c'est compliqué, c'est super compliqué, mais c'est compliqué parce que la communication humaine, elle est compliquée. C'est le reflet de ce que nous sommes. C'est une complexité pas accidentelle, c'est structurel. On est compliqué comme ça, donc Unicode est compliqué comme ça. Et c'est beau. Voilà. Ok, bon, les humains, c'est compliqué. Vous avez vu, j'espère que j'ai réussi à vous en convaincre. On va revenir à des trucs un petit peu plus raisonnables, un petit peu plus mesurés. On va maintenant s'interroger sur comment on fait pour implémenter ça? Qu'est-ce qu'on va faire comme choix? En gros, comment on va faire sur nos ordi, quoi. Et en gros, ça va tourner autour de deux problèmes. Les entrées-sorties, I/O, et la représentation interne dans vos runtime, ou dans vos piles de développement. Première partie, globalement, ça peut être résumé par d'un côté, j'ai des code points, de l'autre côté, j'ai des octets. Les entrées-sorties, la console, le réseau, votre disque, les devices, n'importe quoi, eux, ils veulent des flux d'octets. Les code points, c'est pas des octets. D'accord ? Donc, il faut passer de l'un à l'autre. Et de l'autre à l'un, en l'occurrence. Et pour ça, il y a un truc sympa, ça s'appelle un encoding. Et en l'occurrence, c'est pas un encoding, c'est des encodings. Et là, les problèmes commencent. Si je demande à Python combien d'encodage il connaît, en français encodage, il me répond à peu près 90, environ les alias, parce qu'en plus il y a des noms différents, sinon c'est pas fun. Ils ne sont pas compatibles entre eux, ils n'ont pas tous les mêmes capacités. Si vous passez de l'un à l'autre, vous pouvez perdre des infos, ou vous pouvez vous prendre une erreur. Donc les encodages, on va creuser un petit peu, vous allez voir, c'est rigolo. Supposons que vous êtes en ASCII. ASCII, vous voulez descendre ça dans un octet. ASCII, c'est 7 bits, donc ça tient dans l'octet. Super. Hop, j'ai mon encodage, je colle ça dans un octet, il y a un bit qui sert à rien, tant pis, ça marche. Si je suis sur du latin 1, le latin 1, c'est le ISO, je ne sais plus combien, 8859. Pareil, ça tient dans l'octet. On va pas se casser la tête, encodage, octet, pareil. Là où on commence à rigoler, c'est quand ça déborde. Les encodages, celui-là, vous le connaissez peut-être, il s'appelle aussi UTF-16 Little Indian. C'est celui qui traîne sur Windows, c'est celui qui traîne peut-être bien dans Java, dans .NET et tous ces trucs-là. Alors 16 bits c'est cool parce qu'on peut mettre 65 000 code points.
C'était à l'époque où on avait encore alors l'époque années 90, fin des années 90, début des années 2000, où on avait encore l'espoir de se dire je vais prendre une représentation suffisamment longue qui va me permettre de conserver le fait d'avoir un adressage direct. Sauf que 65 000, j'ai parlé de 150 000 tout à l'heure. Dommage, presque. Alors la petite phrase là-haut, ça a été prononcé, encore une fois, avant les années 90, donc je vous demanderai de l'indulgence. Et puis on a d'autres personnes, les 640 kilos de mémoire, Bill Gates, Windows, DOS et tout ça, voilà. Bref, la prévision c'est compliqué. Ok, ça tient pas. Combien il me faut de bits pour que ça tienne, mes 150 000, mais presque 150 000. Eh ben, il se trouve qu'en gros, c'est entre 17 et 18, donc c'est 18. Du coup, 16 bits, bah oui, ça tient pas, ça marche pas. Donc il faut plus que ça, et pour le coup, je crois que c'est en 2003, Unicode a restreint, a limité le nombre de code points possibles à 21 bits. Alors pourquoi 21 bits, j'en ai aucune idée. Ça nous fait à peu près 2 millions de code points, donc on a un petit peu de marge, à moins qu'on découvre des civilisations extraterrestres. Encore que je dis ça, mais il y a le Klingon déjà dans Unicode. Ok, bon, 16 bits ça tient pas. On tape plus gros, UCS4, UTF-32 si vous préférez. Donc celui-là il est super cool, d'abord parce qu'il y a la place, et puis 32 bits c'est vachement cool parce que c'est aligné au niveau mémoire pour tous les adressages, les CPU, les machins. Un des soucis c'est que si j'utilise UCS4 pour envoyer de l'ASCII, je gâche un peu. Voilà. J'ai 75%, plus de 75% de ma bande qui trimballe des zéros, ou en tout cas qui trimballe du rien, donc c'est pas top. Autre problème, dès que vous avez plusieurs octets, lequel j'envoie en premier? L'octet de poids faible, l'octet de poids fort, puis si je choisis l'un, en face ils vont sans doute choisir l'autre. Little Indian, Big Indian, voilà, on a déjà donné avec les réseaux. Du coup, il y a 2-3 personnes, des gens à peine connus, Ken Thompson, Rob Pike, qui un soir, en vidant un Godot, se sont dit ce serait bien d'avoir un encodage un peu plus sympa et de ne payer que pour ce qu'on utilise. Et ils ont inventé, alors je ne sais pas si la légende est vraie, ça en une soirée, en disant, en fait, on va faire un truc qui a une longueur variable, et plus vos code points sont petits, et moins ça prend de la place. Donc comme ça, moi si je fais de l'ASCII, ça prend pas plus, et puis si je fais des trucs un peu exotiques, ok, ça prend plus, mais ça prend pas plus que ça a besoin. La longueur, finalement, dépend du nombre de bits dont vous avez besoin pour encoder un code point en particulier. Ok, intéressant. Intéressant parce qu'ils l'ont fait compatible avec ASCII. Ils avaient plein de systèmes déjà chez eux, Bell Lab et tout ça. La longueur variable, je paye que pour ce que j'utilise, c'est quand même pas désagréable. Et puis une autre caractéristique qui n'était pas forcément évidente dans le tableau que je vous ai montré juste avant, c'est une forme d'auto-synchronisation. Si j'ai un flux d'octets et qu'à l'intérieur c'est du TF8, je tape en plein milieu, comment je sais si je suis sur le début d'un caractère ou le milieu d'un caractère qui est déjà passé? Eh bien UTF-8 me permet de savoir et donc de discarder des octets jusqu'à ce que j'arrive à un début de caractère. Et donc je peux reprendre ma séquence et continuer à travailler sur un flux dont je n'ai pas le début. Et mine de rien, c'est super important. Après UTF-8, c'est pas tout rose non plus, c'est-à-dire que oui, j'ai une longueur variable, donc si je veux le nème caractère, là, il n'y a pas tortillé, il va falloir que je parcours ma chaîne, je passe d'une recherche constante à une recherche au mieux linéaire. Et puis, la longueur variable, ça fait que pour la prévision de mes tampons, c'est pas forcément hyper fun non plus. N'empêche, en dépit de ces défauts-là, UTF-8, ça a bien pris. Le graphe, il date de 2012 et la tendance ne s'est que accentuée. Voilà, UTF-8 est vraiment... partout. Alors pourquoi il est partout? Il est pragmatique, il a été fait par des techos qui connaissent bien leur métier quand même. Il est très fiable. Alors j'ai mis partiellement, en gros, si votre truc c'était ASCII et que vous faites l'UTF-8, globalement ça se passe plutôt bien. Et donc pour tout ce qui est anglo-américain, voilà, c'est quand même beaucoup plus facile. Et il est populaire, et ça c'est pas à négliger, les outils qui existent, ils connaissent UTF-8, donc vous allez être dans un écosystème qui sait faire de l'UTF-8, donc ça sera moins compliqué que s'il faut vous taper des conversions à chaque fois. Ok, j'ai un encodage. Du coup j'ai deux opérations possibles. Je prends un code point, je le transforme en octet, j'encode. Opération inverse, j'ai un train d'octets, je veux le convertir en code point, je décode. Ok? Bon, super, problème résolu, j'utilise UTF-8. Non. Non, qu'est-ce qui pourrait bien se passer? Est-ce que vous savez ce qu'est un Mojibake? Voici la page Wikipédia de Mojibake. La page Wikipédia japonaise.
Diantre, que s'est-il passé? Regardons l'action au ralenti. Alors je vais prendre un exemple plus simple. J'envoie un mail. Je tape mon mail, c'est du texte, c'est des code points que je donne. Et puis mon mailer derrière encode, c'est-à-dire transforme ça en une séquence d'octets et fait filer ça dans le réseau. De l'autre côté, j'ai quelqu'un qui va recevoir les octets, mais qui n'utilise pas le même encodage pour décoder. Et là, c'est le drame. Cette séquence-là, le A tilde machin, vous l'avez tous déjà vu. Hein? Bon, ça vient de là. Alors oui, alors effectivement, il est un peu couillon, le reader mail, il n'a pas utilisé le bon encodage. En fait, il faudrait le paramétrer correctement pour qu'il puisse détecter l'encodage qui va bien. Sauf qu'on ne peut pas. On ne peut pas. Au mieux, on peut deviner. Et en informatique, on n'aime pas trop le côté deviner, si vous voulez. Il y a des bibliothèques qui font ça. Je te file un train d'octet, dis-moi ce que c'est. Et en gros, vous aurez toujours au mieux un degré de confiance, alors éventuellement élevé, mais vous ne serez jamais 100% sûr que c'est le bon encodage. Et bien sûr, si vous n'utilisez pas le bon encodage, vous perdez des informations. Sinon, c'est trop facile. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On est explicite, on déclare. On déclare ce qu'on envoie, on déclare ce qu'on reçoit. Alors, comment on fait? Soit on le met dans la spec, exemple JSON. Si vous envoyez du JSON, c'est de l'UTF-8. Si c'est pas de l'UTF-8, c'est pas du JSON. Voilà, JSON, c'est UTF-8. Point, barre, fin du jeu. Pas d'ambiguïté. Et puis sinon, on peut le trimballer dans les données. Les doctypes, les carsets et tous les trucs que vous trouvez un peu partout, c'est exactement ça. C'est pour être explicite. Alors là, le truc rigolo, c'est ça fait que les parseurs, ils essayent d'abord dans un truc, ils trouvent le carset, et ensuite ils recommencent avec l'encodage. Enfin, c'est pas gratuit non plus. Et puis après, il y a des astuces plus ou moins grossières, plus ou moins populaires, ce qu'on appelle par exemple le byte order mark, c'est-à-dire une signature de quelques octets au début des fichiers, notamment texte. Voilà. Alors ce défaut, il est rigolo parce que on pense que c'est réservé aux ordinateurs. Mais en fait, non. Voici un courrier envoyé par un Français à une personne en Russie. Et le pire, c'est que les employés de la Poste ont réussi à déchiffrer le truc et à le faire arriver. Vous noterez le sens du professionnalisme. Bon, ok. Il n'empêche, sur les entrées-sorties, si on est explicite, si on prend UTF-8, globalement, on est à peu près dans les clous. On va s'en sortir. Maintenant, on va adresser un autre truc un peu plus rigolo, enfin à mon avis, la représentation interne. Oui, parce que on ne fait pas que des entrées-sorties, on travaille un petit peu sur nos chaînes à la base. À partir de là, ok, mais une chaîne, c'est quoi? Alors, c'est une séquence de caractères. Ok, pas des caractères, des symboles. Non, des code points. Ok, une séquence de code points. D'accord, mais un peu plus concrètement. Un peu plus concrètement, on a deux possibilités. Soit on se fout de savoir ce qu'il y a dedans. Je prends. Je ne veux pas savoir, je stocke, je retourne, je donne la taille ou n'importe. Mais ça veut dire que, oui, globalement, vous avez du texte, mais vous en faites rien, vous ne regardez pas, vous ne le modifiez pas, vous ne l'affichez pas. Alors, les cas d'usage pour ce truc-là, ça existe. Hein. Par exemple, les noms de fichiers sur les file systems Linux, c'est des octets. Donc, en gros, tu mets ce que tu veux, il va te le rendre pareil. Voilà. Je vous accorde que c'est un peu limité. Du coup, voilà, l'alternative, c'est qu'on va être obligé de se poser la question de ce qu'il y a et de comment sont structurées nos chaînes. De quoi on a besoin? D'accéder aux caractères, sans doute. Alors, caractères, soit un seul, soit plusieurs. On va vouloir faire du parsing, on va vouloir afficher la longueur, enfin tout un tas de choses. Du coup, qu'est-ce que je choisis comme représentation interne pour faire ça? Et là, la question, elle est intéressante. Est-ce que je la prends telle que? Je pourrais. C'est pas cher, hein, je ne fais pas de transformation, donc je la reçois, et du coup je suis super performant, ma chaîne ne bouge pas. Sauf que, éventuellement, je vais être un peu embêté, donc je pourrais la décoder. Voilà, modulo que j'ai l'encodage en question, je la décode et j'ai une série de code points. Ou je pourrais l'utiliser, la stocker sous une forme d'encodage prédéfini. Je reçois dans les encodages que vous voulez, du moment que vous me le dites, mais moi par contre, mes chaînes, dans ma représentation interne, c'est que de l'UTF-8. On pourrait imaginer que l'encodage est variable. Et puis, vous vous rappelez, pour pouvoir comparer des chaînes, il faut que je les normalise. Donc, pareil, c'est une opération qui n'est pas gratuite. Si je fais beaucoup de comparaisons de chaînes, ça vaut peut-être le coup que je la convertisse en code point et que je la normalise. Comme ça, après, mes comparaisons suivantes, elles seront plus rapides. Bref, plein de choix. Du coup, ça veut dire que je n'ai pas une représentation interne, mais des représentations internes. Si vous êtes sur un système avec un petit peu de legacy, vous allez sans doute choisir UTF-16, parce que le système Windows, par exemple, était basé sur UTF-16.
et les premiers systèmes qui se voulaient Unicode. Sur les trucs plus récents, on va être sur UTF-8, la leçon est comprise. Et puis après, il y a des trucs un peu exotiques où ça dépend de la chaîne, ça dépend de l'interpréteur, de l'implé, de ce que vous voulez. Mais ça revient toujours au même compromis, hein, c'est de l'informatique, c'est le compromis, la place que ça me prend contre le temps de CPU qu'il faut pour que ça fasse ce que j'ai envie ou ce que j'ai besoin. Du coup, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait ? Ok, j'ai une représentation interne, faisons quelques opérations de base. Je sais pas, on pourrait retourner une chaîne. Ah, c'est pas exactement ce que je pensais. Oups. Bon, retournons, je sais pas, un emoji. Ah, c'est marrant, c'est pas exactement ce que je pensais non plus. Ok. Tiens, et je vous montre, je crois que c'est ma préférée celle-là. Je retourne en drapeau. Ouais. Il y en a qui ont déjà joué avec Unicode. Alors, c'est l'explication qui est intéressante. Hein. Les drapeaux, je vous ai dit, c'est super politique. Unicode, ils se sont dit, si on met les drapeaux, on est mort. Donc, ils ont fait quoi? Ils ont mis des codes pays. Et l'idée, c'est que vous mettez les code points correspondant au code pays, et après, c'est votre moteur de police qui remplace par un drapeau. Mais du coup, si vous avez des code points et que vous les inversez, c'est plus le même code pays. Et le drapeau, c'est mon moteur de police qui me fait le rendu. Bon, en tout cas, on en arrive tous à la même conclusion. Ça risque d'être un peu plus compliqué que prévu. Faisons un truc plus simple. Juste remplacer un caractère. Ça marche. Alors ça peut donner ça ou ça aussi. C'est pas encore ça. Du coup, on va essayer un truc encore plus simple. La longueur de ma chaîne. Là, facile. C'est juste du comptage. Non, c'est pas bon. Allez, pourquoi c'est pas bon? Prenons cette chaîne-là. Je ne vais pas vous faire la mauvaise blague de vous demander la longueur de cette chaîne-là. On va plutôt demander à des ordinateurs. Si je demande, par exemple, à JavaScript, dans la console de Firefox de mémoire, ouais, c'est ça, 7. Je ne suis pas sûr que c'est ce à quoi vous pensiez. Si je demande à Python, alors Python 3, parce que Python 2 et Python 3 ne vont pas donner la même réponse. Lui, il va me dire 5. Ok. Un petit dernier, là, pour la route. Si on demande à Rust, il est moderne, lui, il sait. Il ne va pas nous raconter des bêtises. Et là, la question, c'est qui... Alors, la question, on a tendance à se demander, mais qui a raison? Et ce n'est pas la bonne question. La bonne question, c'est qu'est-ce que vous voulez mesurer? Du coup, on va s'intéresser un petit peu plus près à cet emoji. Cet emoji, en fait, c'est 5 code points. C'est l'emoji facepalm. Mais l'emoji facepalm, à la base, il est unisexe et il est non teinté au niveau peau. Vous voyez, il est jaune. Et derrière, on lui a mis un skin tone modifier pour qu'il soit caucasien. Et puis, on a rajouté un male indicator pour que ça soit non plus un truc unisexe, mais un monsieur. Mais comme ce n'est pas le symbole male qu'on veut, mais simplement la variation, on a un deuxième code point pour dire que c'est la variation qu'on veut, pas le symbole. Et pour dire que cette variation va porter sur le code point d'avant, on a entre les deux un joiner. Ce qui fait dire à certains que la longueur d'une chaîne, finalement, c'est pas forcément aussi pertinent que ce qu'on pense. Posez-vous la bonne question. Que voulez-vous mesurer? Okay. Si vous voulez mesurer, si vous voulez savoir combien il faut de place sur l'écran, le nombre de glyphes que je vais dessiner, demandez ça. Combien il me faut de glyphes? Et là, vous allez demander, faites au moteur de police. Si jamais vous voulez savoir combien il y a de code points, c'est pareil, demandez le nombre de code points, il y en a 5. Oups. Excusez-moi. Si jamais vous voulez savoir ce que ça va donner si vous l'encodez en UTF-16, JavaScript est UTF-16, il faudra 7 mots de 16 bits. Et puis, si jamais vous l'encodez en UTF-8, Rust fait de l'UTF-8 en interne, il vous faut 17 octets. Ils avaient tous raison. C'est la question qui n'était pas bonne. Ok, alors maintenant, amusons-nous un peu. Regardons ce magnifique emoji. Parce qu'en fait, ça a des impacts quand même, cette petite histoire de c'est pas la même longueur. Ce truc-là, c'est quoi? En fait, c'est une dame avec la peau foncée, qui est joint avec le petit cœur, qui est joint lui-même avec le bisou dans sa variation rose, ah non, c'est le cœur qui est en rose, qui est joint lui-même à une deuxième dame dont la peau a également été teintée. Ce qui fait que si je mets tout bout à bout et que je convertis en UTF-8, j'ai 35 octets pour un symbole dessiné. D'accord? Maintenant, imaginons, je m'appelle Twitter, je permets d'envoyer des petits messages courts de 140 ou 280 caractères, et on me fait ça.
Ce tweet fait presque 5 kilos. Alors, ils sont pas fous, hein, chez Twitter, ils ont fait ça avant vous, donc ça va marcher, mais ça, c'était l'aspect marrant. L'aspect moins marrant, maintenant, parce que là, c'est plutôt pour vous. Si vous avez plus de données que la longueur de votre tampon, ben vous avez un truc qui ressemble à un buffer overflow, d'accord ? Un dépassement de buffer, dépassement de tampon. Ça, c'est en général une bonne porte d'entrée pour ce qu'on appelle une code execution, arbitrary. Hein, on va injecter un truc en profitant du débordement du tampon. On ne les utilise pas juste pour le plaisir de faire croûter. En général, on essaye de s'introduire dans votre système. S'introduire dans votre système, c'est pour récupérer vos données, les monnayer, vous faire chanter, tout ce que vous voulez. Et puis derrière, pour vous, c'est moyen fun, disons. Ça peut être plus ou moins catastrophique. Vos clients ne vont pas être joyeux, vos financiers ne vont pas être joyeux, et vos relations publiques, votre service de communication, pareil, normalement, il sera assez méchamment sur votre dos une fois que ça sera à peu près stabilisé. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? C'est ça la question. Eh ben déjà, on va profiter que les autres se soient pris les pieds dans le tapis. On va s'appuyer sur des trucs qui marchent, qui sont aware, qui sont déplombés, que ce soit des applications, des bibliothèques ou des frameworks, même des OS. La deuxième, c'est qu'on va éviter de laisser la place aux trucs variables. On va être explicite. En particulier, un truc bête, on peut spécifier par exemple l'encodage dans ce qu'on appelle la locale. Si vous déployez avec un utilisateur qui n'est pas le même que sur votre plateforme de test, bah, peut-être qu'en prod, vous avez un autre encodage. Ça, c'est des blagues. Donc, soyez explicite, surtout, c'est important. Oui, le copier-coller, on le fait tous, hein, Stack Overflow, tout ça, aucun problème. Par contre, lisez et collez pas du truc que vous n'avez pas compris. Voilà. Et puis, pareil, ça va sans dire, mais ça va toujours mieux en le disant, faites des tests, ça évite des situations gênantes. Ok ? C'est pas le bug le plus facile à corriger. Ok, bon, voilà, hein, on va tous mourir, c'est foutu, on est fichu. Non, bon, là on est bon, ça y est. Eh ben non. Pourtant, vous avez fait du déclaratif, vous avez blindé vos entrées-sorties, c'est propre, tout ça, vous avez un bel encodage, et purée, vous recevez des datas mal foutues. C'est pas de votre faute, vous y êtes pour rien, mais n'empêche, ces datas, bah, vous les recevez. Et à partir de là, bah, il va bien falloir faire quelque chose. Et malheureusement, les solutions, bah, il n'y en a pas des masses, c'est assez compliqué, parce que bah, on va essayer de sauver les meubles, mais on ne pourra pas se permettre beaucoup mieux. La première, c'est de dire, non, moi je suis inflexible, ça passe pas, erreur. Ouais, sauf que bah, y a des cas, quand vous avez un utilisateur en face, il va bien falloir que vous fassiez quelque chose, et des fois, des données pas complètes, ou ça peut être mieux, des fois ça peut être pire. Vous pouvez décider de dire, bon ok, il y a un truc très moche qui ne passe pas, ok, j'essaie de retomber sur mes pattes, et le truc vilain, pof, je le remplace, comme ça je sais qu'il y a eu un truc, mais au moins ça ne fait pas n'importe quoi. Pareil, le problème là, c'est que on ne sait pas trop ce qu'on a reçu, du coup pour débugger derrière, c'est pas super cool. Une alternative, ce serait de remplacer par quelque chose qui est valable, mais qui au moins me donne un indice de ce que j'ai reçu. Donc ça, typiquement, dans des logs, c'est cool. Mais par contre, impossible de mettre ça devant un utilisateur, on est d'accord. Ou alors, il y a la solution l'autruche. Un problème ? Quel problème ? J'ai pas vu de problème, il n'y a aucun problème. Jamais de problème. Voilà. C'est pareil, ça c'est limite. J'ai parlé des tests ? Ouais. Voilà. Bon, j'arrête de vous plomber. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On est tous convaincus, hein, le prof il a écrit ça. Il n'est pas fou. Voilà. Globalement, quelque part, il y a eu une corruption, il y a eu un encodage, un décodage, un truc qui s'est mal passé. Et si les lettres ont été éliminées, c'est parce que c'était la politique de l'autruche, je ne veux pas les voir. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que votre système il est inclus dans quelque chose de plus large, que c'est une longue chaîne, et que le moindre maillon de cette chaîne peut ruiner vos efforts. Et malheureusement, c'est difficile d'y couper. Alors, c'est de mieux en mieux, c'est de plus en plus fiable, mais ça existe encore. Et là, on va atterrir peut-être. Ou peut-être pas. Je voudrais attirer votre attention sur un point tout bête. Quand vous codez, là, c'est du texte que vous écrivez, là. C'est votre code source. Du coup, tout ce que je viens de vous raconter, ça déborderait pas des fois un petit peu dans votre base de code ? Alors, où est-ce que je veux en venir ? Est-ce que c'est l'encodage ?
Ça l'a été jusqu'à un passé récent, mais si on prend Go par exemple ou Rust, il ne se pose pas la question. C'est votre source code, c'est du TF8, c'est pas du TF8, c'est pas du Rust, c'est pas du Go, c'est pas ce que vous voulez. Non, non. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est plus subtil que ça. Vous avez des éditeurs de code super intelligents. Des éditeurs de code qui font énormément de choses pour vous, qui s'efforcent d'être compliant autant qu'ils peuvent. Ils vous font les ligatures, ils vous font les systèmes d'écriture à droite, à gauche, ils vous font tout ce qu'il faut, le rendu des caractères chinois, machin, tout ça, c'est super. Et les chemins de l'enfer sont pavés de bonnes intentions. Connaissez-vous les homoglyphes? Ce sont des code points qui se ressemblent. Et cette ressemblance va amener des confusions, et des gens vont exploiter ces confusions. Toutes les lettres que vous voyez là-haut ne sont pas des i. Mais avec certaines polices, on peut confondre. Et du coup, ça donne des trucs comme ça. Ces deux handles ne sont pas identiques. Ces deux handles ne sont pas identiques. En l'occurrence, la différence, elle est ici sur le i. Là, j'ai un i minuscule. Là, j'ai le nombre romain 1, le chiffre romain 1, mais en minuscule. Alors là, je monte sur un handle, mais ça marche du coup sur les URL, ça vous le savez déjà. Ça marche sur les noms de domaine, et puis ça va marcher aussi dans vos beaux éditeurs qui connaissent tous ces super caractères un peu exotiques, un petit peu différents. Exemple. Ces deux lignes de code ne sont pas identiques. En bas, ici, j'ai une lettre, alors que je ne connais pas du tout, je ne sais pas à quoi elle sert, qui s'appelle la Latin Letter Retroflex Click. OK. Ouais. Alors le problème de ce truc-là, c'est que c'est pas considéré comme de la ponctuation, c'est considéré comme une lettre, un caractère, comme un identifieur, ce qui fait qu'au niveau du parsing dans votre code, ça se fait comme ça. Le nom de la variable, c'est environment et cette lettre. Et donc ici, c'est une affectation, ce n'est plus une différence. Et donc vous comprenez bien que c'est pas du tout ce que vous aviez lu au début. Ça a été topé dans une vraie base de code. Okay. Alors, ça a été topé dans une vraie base de code. Heureusement, les éditeurs ne sont pas complètement dingues. Ce genre de truc, maintenant, est sinon attrapé sa warning. C'est-à-dire que quand vous avez un caractère un peu chelou, vous allez avoir un encadrement, un message, un truc comme ça. Ça, c'est pas l'environnement, c'est pas le... C'est du quoi, ça? C'est du... On va dire c'est du JavaScript. C'est pas le compilo ou l'interpréteur JavaScript qui m'a mis ça. Là, c'est vraiment Visual Studio qui scrute votre code et dit « ça paraît pas normal, votre truc là ». Mais ça, c'est arrivé cette année. D'accord? C'est du début d'année, ça. Mettez vos éditeurs à jour. C'est important. Voilà. Alors, il y a d'autres trucs qui peuvent vous aider. Si vous avez des polices qui font des ligatures, par exemple, moi j'utilise Firacode. Firacode a fait une ligature, quand j'ai point d'exclamation égal, elle met un signe différent. Et du coup, dans le deuxième cas, je verrai que c'est pas différent. Donc moi, ça va me parler. Alors c'est très restreint comme cas d'usage. Moi, ce que je peux vous conseiller surtout, c'est que vous passez un petit coup de formateur de code. Les formateurs de code, en général, ils vous mettent un espace entre les opérateurs, les variables et tout ça, et là, typiquement, ça sera plus valide, et donc vous le verrez tout de suite. Mais soyez attentifs. Et puis, soyez attentifs, des fois, ça va se loger dans des trucs beaucoup plus chauds que ça. Donc là, c'est un peu compliqué, mais globalement, c'est un petit service sur Node.js qui écoute sur le port 8080. Et ce service-là, c'est juste là-haut un health check, donc en gros, je l'appelle, et puis il va m'exécuter 2-3 commandes pour me dire que tout va bien. Alors là, j'ai modifié un petit peu le formatage du code, et ça peut vous mettre la puce à l'oreille. Mais globalement, il y a ce que vous voyez et ce que vous ne voyez pas. En particulier, ce que vous ne voyez pas, c'est ici. Ici, j'ai un caractère Unicode. Ce caractère Unicode, il a un petit nom, ça s'appelle le Hangul Filler. Donc le Hangul, c'est l'alphabet, un des alphabets coréens. Et en fait, il est, lui, considéré comme un identifieur. Donc en fait, ici, je ne vais pas récupérer juste un paramètre dans ma query string, je vais en récupérer deux, en l'occurrence. Et puis là, ma liste, en fait, ce n'est pas une liste de 2 éléments, c'est une liste de 3 éléments, mais vous ne l'aviez pas vu. Et puis cette liste, je la passe dans un map, et puis ce map, il va exécuter chaque commande, et chaque commande va être balancée. Et si je fais une URL pas trop mal foutue, je peux injecter du code à exécuter tranquillou chez vous. Donc celui-là, je ne l'ai pas encore vu warninguer dans mon éditeur, mais bon, je n'ai pas essayé depuis un moment, mais voilà, c'est pas juste théorique. D'accord? Donc ça, c'est sur les homoglyphes. Le left to right. Regardez ce magnifique fichier PDF. C'est l'icône d'un PDF, ça? Ah, ça alors.
J'allais dire le bon gros FDP, mais ça ne serait pas très poli. Ouais, alors ça, typiquement, c'est sur des vieux systèmes qui commençaient à faire des efforts. J'ai pas réussi à le refaire sur ma machine, j'ai pas réussi à le refaire sur Windows, mais enfin, vous avez l'idée. D'accord ? Et dans le code, ce que vous voyez, du coup, parce que nos éditeurs sont gentils et respectent, parce que mon éditeur, il est dans mon navigateur, parce que c'est super cool, dans GitHub, je peux modifier, il vous fait du joli left to right, il vous fait tout comme il faut, et du coup, ce que vous voyez n'est pas ce qu'il y a vraiment. J'ai une partie de mon code qui n'est pas ce que vous pensez. Je zappe la condition parce qu'à l'intérieur de ce code-là, j'ai injecté des balises left to right pour vous faire penser que ce n'est pas le code qui est vraiment écrit. Donc la partie du bas, c'est une des évolutions sur la représentation du code de la part de GitHub, et c'est pareil, ça date de la fin de l'année dernière ou du début de cette année. Parce qu'il y a eu des problèmes avérés avec ces trucs-là. Et puis sur les éditeurs, je parlais de Visual Studio, lui maintenant ça y est, il ne s'amuse plus à faire du right to left, quand c'est du code, il met tout dans l'ordre et dit non mais c'est ça qu'il y a, faites attention. Et il les met en rouge, vous avez vu. Voilà. Et puis de plus en plus de compilateurs, de chaînes de build maintenant vont vous prévenir. Il y a un certain nombre de technical reports qui sont passés chez Unicode justement pour fixer ce truc-là. Alors la reco ici, c'est vous activez les linters, vous mettez vos environnements et vos outils à jour, vous corrigez les warnings, parce que là c'est juste un warning, et puis encore une fois, vous faites gaffe avec le copier-coller. Voilà. Et là ça y est, là je vous lâche. On arrête de s'enfoncer. Une dernière chose, j'ai quand même félicité mon gars, il est motivé. La trompette, c'est vachement sympa, mais c'est super technique. Et puis en guise de conclusion, moi j'ai envie de dire, si vous êtes développeur, vous êtes développeur. Soyez précautionneux, soyez rigoureux, d'accord ? Les méthodes, vous les connaissez déjà, vous mettez à jour, vous testez, vous vérifiez, vous copiez-collez pas n'importe comment. Et puis maintenant, en plus, vous savez que ça existe, donc vous allez faire attention. Et puis j'ai envie d'ajouter, en tant qu'utilisateur, soyez pas comme moi. Soyez indulgents, parce que maintenant vous le savez, le texte c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Je vous remercie. Et si vous avez des questions pendant les quelques minutes qui nous restent, n'hésitez pas à demander le micro, comme ça tout le monde pourra vous entendre. D'abord, merci pour le talk. Ensuite, j'ai une question par rapport aux chiffres que tu as donné tout à l'heure sur la bibliothèque de support Rust qui faisait 50K. On est d'accord, c'est que le code de support, c'est pas les tables de propriété. Alors de mémoire, les tables de... difficile de faire le support Rust sans intégrer les propriétés en question. Parce que j'ai déjà intégré... Mais il n'y a pas... Pardon, excuse-moi, mais du coup, il n'y a pas toutes les propriétés. Parmi les propriétés, il y a la désignation du caractère. Ouais. Sa désignation internationale, sa désignation locale. Donc effectivement, ce genre de trucs-là, tu ne les as pas dans ces tables. Mais tu as, est-ce que je peux le mettre en minuscule, est-ce que je peux le mettre en majuscule, quels sont les liens et tout ça, ça fatalement oui. D'une manière ou d'une autre, ça y est. Mais ça ne veut pas dire que c'est sous la forme de table. La plupart des tables, elles sont compressibles, des fois elles peuvent être généralisées dans des algorithmes avec 2-3 exceptions. Donc il n'y a pas tout, mais il y en a une bonne partie, en tout cas une partie suffisante pour que les transformations que tu vas appliquer à tes chaînes se fassent correctement. Ok. Plus de questions ? Je vous remercie, puis je vous souhaite une bonne suite de conf.